Lundi 30 octobre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, au total, 54 infrastructures ont été construites dans la région Urumbé au cours des 4 années et 8 mois durant lesquels le président André Rajoelina a dirigé le pays. Ce dernier a réussi à construire le plus d'infrastructures à Urumbé parmi les présidents successifs. Les habitants d'Urumbé l'ont affirmé et malgré la forte pluie, ils ont tout de même tenu à rencontrer le candidat numéro 3, André Rajoelina. Ce dernier a d'ailleurs lancé un défi à la population d'Ius, selon lesquels s'il obtient plus de 75% des voix lors du premier tour à Ius, tous les ménages qui n'ont pas accès à l'électricité recevront des kits solaires gratuits. Les détails avec Mervoulet Sferen sur les images de Praz d'Enilson. L'amour du peuple malagasy pour le candidat numéro 3 a été une fois de plus prouvé à Ius, capitale de la région Urumbé. En effet, la pluie n'a pas empêché la population de venir rencontrer le candidat André Rajoelina. 54 infrastructures ont été construites ou sont en cours d'achèvement à Urumbé durant le mandat du président André Rajoelina. Il est le seul président qui a réussi à construire le plus d'infrastructures à Urumbé selon la population. Des infrastructures qui touchent et qui répondent pleinement aux besoins de toutes les tranches d'âge, comme cette église qui a été implantée à Tanakompani. Ce stade Manarapench de Tanambaouyus, lieu de rencontre des deux partis, a également été construit par le président André Rajoelina. Depuis les 4 ans et 8 mois durant lesquels le président André Rajoelina a dirigé le pays, il a eu une amélioration dans le maintien de la sécurité afin que la population puisse vivre en toute sérénité. Les habitants du sud de l'île ressentent la proximité du président André Rajoelina avec la population locale à l'époque où il dirigeait le pays. Le peuple a également prouvé dans les lieux où est passé le candidat numéro 3. Ce dernier et la population d'Urumbé se sont mis d'accord pour que le lien qui les unit soit prouvé à travers le vote. Un taux de plus de 75% est attendu pour la région d'Urumbé. Le candidat André Rajoelina est déterminé à apporter la lumière à la population d'Urumbé. En effet, tous les ménages qui n'ont pas accès à l'électricité auparavant recevront des kits solaires gratuits. La région Urumbé a réservé un accueil chaleureux au candidat numéro 3 André Rajoelina ce dimanche. Ainsi, à Béchouk, les habitants ont souligné qu'après sa dernière visite dans cette région, la RN13 reliant Ius à Béchouk a été réparée, ce qui a constitué une avancée significative pour le développement. Judicaël Radjianirin sur les images de Ant Khazajaibi. Auparavant, une contrée oubliée, le fief des bandits et des voleurs de bétail, Béchouk a changé de statut désormais. En effet, la base opérationnelle avancée y a été installée et l'effectif des forces de l'ordre a augmenté. Ils ont reçu de nouvelles armes et des véhicules blindés. Le problème d'insécurité est résolu grâce à André Rajoelina. Alors, le jour de l'élection, les habitants de la région d'Urumbé voteront pour le candidat numéro 3, André Rajoelina. La gendarmerie y est bien établie. J'aime Béchouk et je vais le développer, souligne le candidat André Rajoelina. Il va également travailler pour améliorer l'accès des foyers à l'électricité et construire une centrale électrique de 1 MW qui devrait être opérationnelle dans environ 6 mois. Mais la nouvelle qui a vraiment réjoui la population locale, c'est la réhabilitation de la RN13 depuis le nord d'Urumbé, ainsi que le marché de Béchouk, bien connu pour ses produits agricoles, et pour le quotidien des habitants, qui a permis de créer des emplois pour les jeunes et à soutenir les agriculteurs locaux.
Le TGV Amboui-Jatchim a poursuivi sa campagne électorale en faveur du candidat numéro 3, Anjradzuel, dans la commune d'Ateirouk hier. L'amour des habitants d'Ateirouk pour Anjradzuel les ont poussés à faire campagne. Ils sont également convaincus que le candidat Anjradzuel est le seul à pouvoir les sortir de la pauvreté. Ruth Christelle Rakout Malal et Yves Chanel. La marche des partisans du candidat numéro 3 d'hier est partie de la municipalité d'Ateirouk et a atteint la rivière Mamambe jusqu'au terrain. Le TGV Amboui-Jatchim a été à la tête de cette campagne. L'amour du peuple pour le candidat numéro 3 les ont convaincus et ils croient que seul le candidat Anjradzuel apportera le développement. Les réalisations des 4 dernières années, malgré la crise que le pays a traversée, en sont une preuve concrète selon eux. Les habitants d'Ateirouk sont prêts à voter pour Anjradzuel et ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte électorale ont été sensibilisés à les récupérer auprès des Foukoutanes. Les habitants de la commune d'Ateirouk ont également été encouragés à surveiller le comptage des voix. Dans un autre contexte maintenant, la réhabilitation de la route RIP 1, une route qui n'a bénéficié d'aucun entretien depuis plus de 40 ans, reliant Anouzat Ambatoufout dans le district d'Atimjan, a débuté aujourd'hui. La durée des travaux est de 6 mois. Il convient de rappeler que le député élu dans cette circonscription avait demandé au Premier ministre de réparer cette route le 5 octobre dernier lors du démarrage des travaux de construction du grand barrage en Païchous. Les détails avec Radra Malanzatouf et Sej Ranjianasi. La construction de la route RIP 1, longue de 28 km, partant d'Anouzat jusqu'à Ambatfout, dans le district d'Atimjan, a débuté ce jour. Cette route n'a bénéficié d'aucune maintenance depuis 40 ans et est devenue impraticable, notamment en cette période de pluie selon les habitants. La route RIP 1 traverse de nombreuses communes comme Anouzizat, Souavn, Ampanef, Ankatvourbe, Ampaïchous, Antanetkeil et Ambatfout. Une partie de cette route, qui fait 10 km, sera bitumée et une partie sera terrassée. La hauteur de la route sur 15 km de long sera également augmentée. L'achèvement de la route RIP 1 résoudra le problème et aidera beaucoup les habitants du district d'Atimjan, notamment dans la facilitation de la circulation de la production des agriculteurs. Le 18 octobre, le Conseil des ministres a approuvé la réhabilitation de cette route et le ministère des Travaux publics a commencé aujourd'hui les travaux. Il convient de rappeler que le député élu dans cette circonscription avait demandé au Premier ministre de réparer cette route le 5 octobre dernier lors du démarrage des travaux de construction du grand barrage Ambatoumaït-Ampaïchous. Les travaux de réparation dureront 6 mois. En éducation, le choix du parcours universitaire après l'obtention du baccalauréat pose encore des problèmes pour la plupart des étudiants. Dans ce sens, afin d'aider les enfants scolarisés au sein de la Kanavoku Amboui-Jatchim Bevalal, la direction de ce centre a organisé un atelier des métiers samedi dernier. C'était aussi une occasion pour ces enfants de s'informer sur l'importance des études pour atteindre leur objectif. Anza Khazonarvel nous en dit plus. La Kanavouk Amboui-Jatchim Bevalal a réalisé samedi dernier un atelier des métiers pour les enfants qui y sont scolarisés. L'objectif est de les aider à choisir le parcours qu'ils doivent suivre après l'obtention du diplôme baccalauréat, mais également afin de les informer de l'importance des études pour leur avenir. C'était aussi une occasion de les informer sur les études qu'ils devraient faire en fonction du travail qu'ils souhaitent effectuer à l'avenir. En effet, pour accéder au domaine du travail plus tard, ils doivent d'abord passer par les études. De nombreux experts sont venus répondre à l'appel et partager avec ces enfants la voie qu'ils doivent suivre en fonction des objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Il a été également constaté que les enfants étaient intéressés par ce partage qui leur sert de guide pour leur avenir. D'autres rencontres auront lieu entre ces experts et ces étudiants.
Page fait divers pour continuer. Plus de 240 sacs de bois de pin ont été découverts par la gendarmerie nationale de Bembar et les responsables au sein de l'entreprise Fanalamang. Ces bois de pin qui ont été coupés illégalement dans la zone forestière de cette entreprise étatique. Les voleurs stockent ces bois dans une maison près de la RN44 afin que les collecteurs puissent les récupérer facilement. Selon les informations, il convient de rappeler que la déforestation est poursuivie par la loi. Pourtant, ces voleurs abattent des arbres qui sont notamment en pleine croissance. Reportage de Fanjesena Mireille. 250 sacs de bois de pin ont été découverts par les responsables de la société Fanalamang et de la gendarmerie nationale de Bembar dans le Fouktan d'Akoudaoud, municipalité de Bembar, dans la zone centrale. Selon les informations, ces bois ont été stockés dans une maison tout au long de la RN44 et des collecteurs les récupèrent après. Ainsi, la société Fanalamang appelle à la coopération de tous les responsables gouvernementaux locaux afin de lutter contre la déforestation dans sa zone forestière. De plus, il convient de rappeler que la déforestation est interdite par la loi. De ce fait, des mesures strictes seront prises à l'encontre des auteurs d'abattage d'arbres, notamment des arbres en pleine croissance, selon les responsables. Après l'enquête de la gendarmerie nationale, l'affaire a été transmise à la justice et le contrôle et la lutte contre la déforestation se poursuivent toujours, selon les responsables de la société Fanalamang. En ce qui concerne les actualités sportives, la JNBC est la nouvelle championne de Madagascar de basketball à l'issue de la finale NEA Homme qui s'est tenue à Mamasne ce dimanche. Les gendarmes ont vaincu la SCUT sur le score de 89-71. Et le MB2Wall, pour sa part, a également remporté le titre de champion de Madagascar de basketball. NEA Dames en battant l'équipe de la Gendarmerie nationale basketball, club JNBC au Palais des Sports et de la culture Mamas dimanche sur le score de 60-54. Reportage. La JNBC Fanalamang est sacrée championne de Madagascar NEA Homme après sa victoire par 89-71 face à la SCUT à Tinanen ce dimanche. Pourtant, le premier et deuxième carton ont été à l'avantage de la SCUT. Les deux équipes se sont en effet séparées sur le score de 37-31 en faveur de la SCUT à la mi-temps. Mais les gendarmes, à travers Eli Rajiamampiun, se sont réveillés lors du troisième carton, qu'ils remportent par 60-54 et creusent l'écart dans le dernier carton, qui se termine sur le score de 89-71. Ainsi, les gendarmes succèdent au COSPN qui était champion de Madagascar en 2021 et 2022. Chez les femmes, lors de la finale qui s'est disputée un peu plus tôt dimanche, c'est le MB2Wall qui décroche le titre national en s'imposant face à la JNBC sur le score de 60-54. Le MB2Wall qui a démontré tout au long de cette compétition sa domination sur le basketball féminin malagasy depuis déjà quelques années. En effet, elles ont été invaincues depuis le début de ce championnat 2023. Passons à présent aux actualités internationales. Israël pilonne toujours le nord de Gaza avec d'importantes frappes aériennes dans la nuit de dimanche à lundi, notamment aux environs d'un hôpital où les médecins refusent d'évacuer, de laisser les blessés. Depuis le 7 octobre, au moins 57 attaques ont eu lieu contre des installations médicales dans l'enclave de Gaza selon le Hamas. Reportage sur les images de France 24. Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus de la ligne d'horizon de Gaza, alors que les forces aériennes israéliennes continuent de pilonner l'enclave. Le soutien aérien se poursuit alors que l'armée israélienne a annoncé une extension de ses opérations militaires dans ce qui est appelé la deuxième phase de la guerre. L'opération terrestre dans la bande de Gaza se poursuit et s'intensifie. Les forces terrestres, aériennes et maritimes ont opéré à Gaza aujourd'hui et ont éliminé de nombreux terroristes. Après une coupure quasi totale des communications samedi, qui a compliqué les opérations de sauvetage, les lignes téléphoniques et les connexions Internet sont lentement rétablies. L'armée israélienne déclare avoir frappé 450 cibles au cours de la nuit. Les Gazaouis ne peuvent que retirer leurs morts des décombres. Tout le monde est pour un cessez-le-feu. Avec toutes les pertes matérielles et humaines, il ne reste plus rien de Gaza. Il n'y a plus de Gaza. Il n'y a plus de Gaza.
Le Croissant Rouge palestinien a déclaré dimanche que l'armée israélienne bombardait de façon répétée les alentours de l'hôpital Al-Quds dans la ville de Gaza. L'organisation a ajouté qu'elle avait reçu des appels à l'évacuation immédiate de l'établissement médical, une tâche que les médecins jugent impossible en raison du nombre de patients gravement blessés. Le nombre de personnes déplacées dans l'hôpital est d'environ 12 000 à 14 000. Ce chiffre change tous les jours, sans compter les patients de l'hôpital et l'unité de soins intensifs. Nous avons près de 60 patients ainsi que 800 blessés qui sont soignés au service des urgences. Les ordres d'évacuation ont été condamnés par l'Organisation mondiale de la santé. Les responsables du Hamas ont lancé un appel aux Nations unies et à la communauté internationale pour obliger Israël à cesser de s'en prendre à l'hôpital. Selon le groupe, il y a eu au moins 57 attaques contre des installations médicales dans l'enclave depuis le début de la guerre le 7 octobre. Ensuite, depuis la guerre entre Israël et le Hamas, les actes antisémites se multiplient dans le monde. Illustration, dans l'aéroport de la capitale de Daghestan, République russe à majorité musulmane, les passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv ont fait l'objet d'une chasse à l'homme glaçante. France 24. Une foule déchaînée qui prend d'assaut l'aéroport de Makhatchkala au Daghestan en Russie. Des hommes se précipitent dans le terminal, drapeau palestinien en main. L'arrivée d'un avion en provenance de Tel Aviv a été annoncée. Des hommes qui semblent incontrôlables rentrent dans différentes pièces de l'aéroport. Un peu plus tôt, selon les médias russes, ils demandaient leur passeport aux passagers qui sortaient pour voir s'ils étaient israéliens. Ils parviennent ensuite à s'introduire sur le tarmac pour encercler l'avion de la compagnie russe Red Wings et veulent visiblement s'en prendre aux passagers. Parti de Tel Aviv, l'avion a atterri ici dimanche à 19h heure locale et devait ensuite redécoller pour Moscou. Les passagers sont restés bloqués à l'intérieur. Selon les autorités locales, les forces de l'ordre ont fini par évacuer l'aéroport à 22h20. Le chef religieux de cette république russe majoritairement musulmane a ensuite appelé au calme. Nous comprenons parfaitement votre indignation, nous la percevons très douloureusement. Mais il n'en reste pas moins que l'avion vole ici depuis Israël avec des Israéliens et qu'il n'y a aucun moyen de fermer cette route aérienne. Vous ne l'interdirez pas avec ces actions. Le chef de la République du Daghestan a lui jugé ces événements scandaleux. Le cabinet du Premier ministre israélien a aussi réagi et demandé aux Russes de protéger ses citoyens ainsi que tous les Juifs. Washington, de son côté, dénonce des manifestations antisémites. Cela devait être un sommet du football qui a tourné au fiasco. Le match OL contre OM n'a pas pu se disputer ce dimanche soir. En cause, le caillassage du bus des joueurs de l'Olympique lyonnais. L'entraîneur du club, Fabio Grosso, a été blessé au visage et a reçu 12 points de suture. France 24. Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon, le visage en sang, marqué par la violence de l'attaque dont il vient d'être victime. À Marseille, le club rhodanien s'apprête à disputer le match de clôture de la 10e journée de Ligue 1. Sur le chemin du stade, le bus est la cible de projectiles. Oh la vache, ils ont pulvérisé le bus. Sur cette vidéo amateur, on voit l'un d'entre eux venir exploser l'une des vitres du car, alors escorté par des véhicules de police. Dès hier soir, l'Olympique lyonnais a condamné dans un communiqué les attaques subies à Marseille. L'Olympique lyonnais invite les instances à prendre la mesure de la gravité et de la répétition de ce type d'incident avant qu'un drame encore plus grave ne se produise. Privés de match, les supporters marseillais se disent quant à eux très déçus par la tournure des événements. C'est inadmissible. Après, c'est des gens, ils n'ont même pas de billets, c'est des gens dans la rue. Très déçu. Moi, de base, je suis marseillais. Je viens de Suisse puisque je travaille en Suisse. Je suis venu exceptionnellement pour le match. Et ça m'énerve qu'il y ait des supporters comme ça qui gâchent un peu la fête de tout le monde, quoi. Les deux clubs ont d'ores et déjà annoncé vouloir porter plainte dans les prochains jours. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir.